on for main engine start. We have main engine start. America's first space shuttle. And the shuttle has cleared the tower. Madame, monsieur, bonsoir. Cette fois-ci, elle est partie. Et à l'heure prévue, à 14h, heure française, cet après-midi, la première navette spatiale américaine pilotée par Crippen et Young a décollé sans problème. Vous avez pu suivre cet événement sur Antenne 2 en direct. Avec cet exploit, Georges Leclerc, l'humanité a renoué avec la grande aventure spatiale, le jour même où l'on fête le 20e anniversaire du premier vol du russe Yuri Gagarin. Et oui, elle est partie. Depuis 2 ans, les Américains attendaient ce moment, le retour en force de leur pays dans la conquête de l'espace. Cette navette, c'est une extraordinaire réussite, du point de vue technique et aussi du point de vue humain. C'est l'accès au cosmos pour tout le monde, ou presque, puisqu'il ne faudra plus d'entraînement très poussé pour travailler en orbite terrestre. En attendant, il faut quand même la mettre au point, cette navette. Et pour cela, 2 pilotes chevronnés, John Young et Bob Crippen, se trouvent aux commandes. Voici un des passages les plus redoutés de cette phase, 2 minutes après le décollage. Les 2 fusées latérales, à poudre, les premières jamais employées pour un vol humain, vont se détacher, leur carburant épuisé. Regardez. Roger on the SIP, Columbia. Mark, 2 minutes 20 seconds. Confirm solid rocket booster set. Maintenant, nous sommes en orbite autour de la Terre. Les diverses caméras de la navette nous montrent les portes et les radiateurs. Je vais vous montrer sur la petite maquette qui est ici l'axe de visée des caméras. La première vise ici. Vous avez vu le coin de la porte avec la cabine avant. C'est ici, vous voyez. Mais il y a d'autres caméras. Maintenant, regardez. Sur l'image, vous allez voir un autre axe, c'est l'arrière. Les astronautes regardent vers la queue et découvrent avec effroi que quelques tuiles de la protection thermique autour des moteurs ont été arrachées tellement le décollage et la mise en orbite ont été violentes. Ce qui inquiète la NASA, ce sont les taches noires là que vous voyez, où il manque des tuiles. Fébrilement, la caméra recherche partout d'autres traces sombres, car la mission peut être sérieusement compromise si trop de tuiles ont été arrachées. Okay, the red latches are coming loose. Roger. Puis c'est l'observation de la dérive, c'est-à-dire la queue ici, vous allez la voir. Là, heureusement, toutes les tuiles ont tenu. Voici la dérive. La caméra, je vous le signale, est télécommandée depuis Houston. La zone blanche que vous avez découverte au-dessus de la queue, c'est la Terre, car pour cette mission, la navette vole à l'envers, la tête en bas, enfin si on peut dire, puisque dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas. Vous avez peut-être vu quelques pièces se détacher, une petite rondelle qui passe ici à travers la soute. Des rondelles, des fragments, des débris. Mais après examen, la NASA rend son verdict. Il n'y aura pas besoin de sortie dans l'espace, hors du véhicule pour réparer. Donc les astronautes peuvent se mettre en manche de chemise et continuer leur vérification de la navette, mission essentielle. Bien, cela dit, Georges Leclerc, compte tenu des incidents qui ont eu lieu, quels seront les principaux obstacles à la revenue sur Terre? Bon, alors là, le retour se passe mardi soir à 20h30. Premier obstacle, la navette va passer de 28 000 km à l'heure autour de la Terre à quelques centaines seulement au moment de l'atterrissage. Vous voyez donc un freinage considérable qui va échauffer énormément les tuiles, la protection thermique en dessous, qui va être portée donc à 1500 degrés. C'est pour ça qu'il y avait une inquiétude. Heureusement, les tuiles qui manquent sont plutôt ici. Là, on aura 300 ou 400 degrés. La NASA n'a pas jugé bon de tenter de les réparer. Ensuite, vous avez un autre fait. La navette n'a plus de moteur, ou plutôt n'a plus de carburant pour les faire fonctionner. Elle arrive comme un planeur. Et elle n'aura pas de deuxième chance. Si elle rate la piste, c'est l'écrasement. Vous voyez donc l'importance des ordinateurs de bord qui ont motivé le report de 2 jours pour piloter cette navette et la mettre dans la bonne position pour se poser mardi soir. Nous vous ferons vivre la plupart des événements importants de cette navette, comme on l'a fait d'ailleurs tout à l'heure à 14h avec le décollage, en direct sur Antenne 2, et ça depuis le début de cette mission historique. Merci Georges. Nous resterons d'ailleurs dans l'espace demain à midi, puisque l'invité d'Antenne de midi, je vous le signale tout de suite, sera monsieur Antoine Labéry, qui est astronome et qui dirige l'Observatoire de Grasse. Un autre exploit bien sur Terre, celui-là, et même sur les pavés du Nord. Bernard Hinault a remporté cet après-midi Paris-Roubaix, cette grande classique française que l'on croyait pourtant réservée aux coureurs belges ou hollandais, puisque le dernier Français à l'avoir gagné était Louis Ambobé, il y a 25 ans. Christine Paris. À 12 km de l'arrivée, sur les pavés, dans un virage, Bernard Hinault chute, tout comme l'avait fait Duclos Lassalle auparavant. Mais contrairement à Duclos Lassalle, Hinault se relèvera vite et parvient à revenir dans le peloton de tête. Il reprendra même en quelques minutes la tête de l'échappée constituée par les Belges De Vlamingh, De Meyer, Van Calster, le Néerlandais Kuiper et l'Italien Moser. Hinault a très bien préparé la course, le champion du monde pourtant n'aime guère Paris-Roubaix, 80 km de pavés, les ornières, la boue et la chute comme nous venons de le voir.
1 kilomètre de l'arrivée, Kuiper passe en tête, mais Hinault n'est pas loin. 6 hommes peuvent encore gagner. Moser veut surtout rééditer sa victoire de l'an passé. Dernier tour sur le vélodrome de Roubaix, Hinault est devant, 203 km parcourus, mais le Français ne se désunit pas, il a décidé de mener le sprint, il se sent très fort et capable de résister au retour de ses compagnons. Regardez le sprint final, une victoire française, un quart de siècle après celle de Louison Bobet. Temps d'Hinault, 6h26 7 centièmes, deuxième De Vlaminck, troisième Moser, quatrième Van Calster, même temps. Une grande victoire dans une course impitoyable. Il a gagné. Maintenant l'arrivée du Grand Prix d'Argentine Automobile qui vient de se terminer il y a quelques instants. Le premier, Nelson Piquet sur Brabham. Deuxième, Reutemann, l'Argentin, sur Williams. Troisième, Prost sur Renault. C'est la première fois que le Français monte sur le podium. Et cinquième, Arnoux sur Renault également. Un bon score malgré tout pour les Français dans cette course, dans ce Grand Prix d'Argentine. La campagne présidentielle commence demain officiellement à la radio et à la télévision. Le tirage au sort de l'ordre d'apparition des candidats a eu lieu ce matin au Conseil d'État. Lorraine Cusin. En principe, pendant la campagne officielle, chaque candidat dispose de 2 heures télévisées et 2 heures à la radio nationale. La Commission nationale de contrôle peut réduire ce temps s'il y a trop de candidats. En 1974, elle l'a réduit à 1h05 à la radio, 1h05 à la télévision. Cette année, le temps est de 1h10, réparti entre le midi et le soir. Ce matin, pour le tirage au sort de l'ordre de passage, chaque candidat était représenté par une personnalité le soutenant. Demain soir, tous les candidats auront 5 minutes à tour de rôle pour se présenter. Dans l'ordre, messieurs Marchais, Debré, madame Bouchardot, messieurs Lalonde, Chirac, madame Laguillet, messieurs Mitterrand, Crépeau, Giscard d'Estaing et madame Garot. Ils auront 5 minutes le 24 avril au soir pour conclure. Ils interviendront après les journaux télévisés qui seront diffusés 35 minutes avant l'heure habituelle. Les émissions de la campagne se déroulent en différé, car la Commission doit pouvoir contrôler le contenu et la dignité des interventions de chacun. La grille horaire des passages a été établie de façon à assurer à chacun une parfaite égalité d'audience entre le midi et le soir. Oui, le Parti communiste a profité de ce tirage au sort pour protester contre la réduction de 2 heures à 1h10 du temps de passage des candidats pendant cette campagne officielle. Monsieur Giscard d'Estaing était ce soir l'invité du Club de la Presse d'Europe numéro 1. Il a répondu dans un premier temps à une question sur les divisions de la majorité. Monsieur Giscard d'Estaing. On veut faire croire qu'il y a un problème d'unité du côté de la majorité. Et je vous dirais franchement, je ne le crois pas. Il y a naturellement les secousses, les turbulences d'une campagne présidentielle qui sont fortes et tout à fait d'ailleurs à mes yeux compréhensibles. Mais la majorité d'où vient-elle? C'est la majorité de 1978 dans laquelle il y a eu un contrat entre des électeurs et des élus qui étaient les députés d'arrondissement. Si je suis réélu au mois de mai, il y aura à nouveau une expression majoritaire. Et pensez-vous que les élus qui ont un contrat avec leurs électeurs datant de 78, contrat qui reposait sur l'unité de la majorité et parfois même sur l'unité de candidature. Vous avez parmi les personnages importants de la majorité, dans les différents partis, des hommes qui ont été les candidats uniques en 1978, qui donc ont été élus par la totalité de l'électorat majoritaire. Alors croyez-vous qu'au lendemain d'une seconde expression majoritaire de l'opinion publique, ils rompront le contrat qui les lie à leurs électeurs? Je suis convaincu du contraire. Ainsi, je vois bien sur mon écran de télévision, cette émission du Club de la Presse n'est pas encore totalement terminée. Noël Copin, je compte sur vous pour nous résumer la suite des propos du chef de l'État et du candidat Giscard d'Estaing. Eh bien oui, Daniel, nous venons seulement depuis quelques minutes de passer aux questions économiques. C'est dire que toute la première heure de ce Club de la Presse a été consacrée essentiellement aux questions proprement politiques. Le président de la République, ou plutôt le candidat, a repris sur le ton de la conversation parfois très animée et sous une forme plus ramassée, plus concise, l'essentiel des arguments qu'il a développés tous ces jours-ci à travers ses meetings en France. Par exemple,
Par exemple, en ce qui concerne ses concurrents, il a dit il n'y a pas qu'un seul candidat anti-Giscard comme le prétend M. Georges Marchais, mais il y a 9 candidats anti-Giscard. Ils ont tort de me critiquer comme ils le font, car les Français ont compris que les critiques qui visaient le président, visaient également la France et visaient aussi les Français. Conclusion, je suis le seul, dit-il, à défendre les Français. Et s'agissant du temps d'antenne pendant la campagne officielle à la télévision et à la radio, il a cette formule, 90% du temps de parole sera utilisé par la critique. À propos des sondages, un confrère lui faisant observer que ces sondages étaient peut-être pour lui inquiétants, M. Giscard d'Estaing a répondu « Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un d'inquiet ?» Quelques indications concernant l'avenir. En ce qui concerne la nomination du Premier ministre, chaque chose en son temps, mais dit M. Giscard d'Estaing, il faudra tenir compte des indications fournies par l'élection présidentielle elle-même. Et s'agissant des réformes, M. Giscard d'Estaing a-t-il abandonné ce thème réformateur du début de son septennat? Eh bien, il répond là qu'il entend développer des réformes dans 2 directions. D'abord, le poids de la bureaucratie et de l'administration qui pèse sur la France, et secondement, le thème de l'éducation. Il s'agit de retrouver, dit-il, une école qui représente l'unité culturelle de la société française. Vous le voyez, nous sommes ramenés à ce thème de l'unité qu'il a développé dans l'extrait que vous avez entendu tout à l'heure. Merci Noël. Monsieur Mitterrand était lui à Dijon, où il a une nouvelle fois cet après-midi essayé de rassembler et d'élargir son électorat. Reportage Bernard Pradino et Jean-François Renou de Dijon. Les cibles de M. Mitterrand dans son discours de Dijon cet après-midi, la politique étrangère du gouvernement actuel, elle manque de dignité, le vote des Français à l'étranger, du trucage, l'information, le pouvoir en abuse. Ces arguments, une autre politique économique pour sauver l'emploi, le droit à l'alternance, enfin un élan national autour de lui. Je pense aussi à celles, à ceux qui ont grandi depuis ou vieilli, ceux qui n'avaient pas d'engagement politique, ceux qui n'avaient pas 18 ou 20 ans. Ils sont des millions. À celles-ci et à ceux-là, je dis dépêchez-vous de venir nous rejoindre. Il paraît qu'il y a des querelles, des disputes, des compétitions d'état-major. Il paraît qu'au travers des réunions publiques, on s'adresse à moi ou aux autres socialistes sur un ton qui ne serait pas tout à fait amical. Tout cela m'est égal. Ce qui compte, c'est la réalité populaire. Je souhaite, oui, je souhaite que nous puissions mettre les pas dans les pas de la grande aventure, de la grande entreprise qui rassemblait ces foules qui nous attendent encore et que nous verrons autour de nous le 26 avril, le 10 mai, pour assurer dans l'enthousiasme, pour assurer le gouvernement de la France. Monsieur Krivine, qui faute d'avoir obtenu les 500 parrainages, n'est pas candidat, appelle à voter au premier tour pour les candidats ouvriers sans donner de nom, et au second tour pour le candidat de la gauche le mieux placé. Madame Marie-France Garot contre l'accroissement permanent, illimité et sans discernement de la couverture sociale, propos recueillis par le quotidien du médecin. Madame Garot qui se prononce en faveur d'un ticket modérateur de 50% seulement pour le petit risque de maladie. Situation relativement calme au Liban aujourd'hui, aussi bien à Beyrouth qu'autour de la ville chrétienne de Sarlé, au nord du Liban. Sur le plan politique, par contre, le Conseil national palestinien, réuni à Damas, a ouvert ses travaux en présence du président syrien Hafez El-Assad et en présence, bien sûr, de M. Yasser Arafat. À Paris, le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-François Poncet, a convoqué, lui, les ambassadeurs de France intéressés par ce problème du Liban pour une séance de travail dont on connaîtra les résultats demain matin. À Beyrouth, enfin, le Premier ministre libanais a tenu à rappeler qu'aucune initiative américaine, française ou internationale ne devait être entreprise sans l'accord des autorités officielles libanaises, ce qui est d'ailleurs le sentiment du gouvernement français. Véritable journée et nuit d'émeutes hier à Brixton, dans la banlieue sud de Londres. Bilan, 200 blessés, dont 165 policiers. De nouveaux affrontements ont repris d'ailleurs il y a 2 heures environ. Ces quartiers de la grande banlieue de la capitale anglaise sont en majorité habités par des Noirs très pauvres. À ce problème économique s'ajoute donc celui du racisme. Une enquête de Jean-Marc Ilouz à Londres.
Racisme en grande banlieue, un commando d'extrême droite descend en gare de Lewisham. Plusieurs employés noirs sont roués de coups. C'était un 19 octobre à 15 h. L'un d'eux m'a frappé à la hauteur des yeux avec un seau qui contenait une solution d'ammoniac et le liquide m'a coulé dans les yeux. Pourquoi vous ont-ils fait ça? C'est leur façon de penser. Pour eux, les Noirs n'ont rien à faire ici. Comment réagissez-vous aujourd'hui? Ça m'a complètement changé. Je vis perpétuellement dans la peur. Quand je marche dans la rue, j'ai peur. Quand je suis à mon travail, j'ai peur. C'est parce qu'elle vit en permanence dans ce climat de peur et de méfiance que 2 mois après l'incendie toujours inexpliqué qui a fait ici 13 victimes, l'immense majorité de la communauté noire de Lewisham reste persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais qu'elle a été encore une fois la victime d'un crime raciste. Alors, pour protester, je cite, contre les lenteurs de l'enquête d'une police dont il se méfie, contre le silence glacé du gouvernement et l'indifférence de la presse, plus de 5000 résidents noirs de Lewisham sont venus faire entendre leur voix début mars, en plein cœur de Londres, pour faire savoir à tous que derrière le fait divers se cache trop souvent le racisme. Russell Profit, 34 ans, professeur et conseiller municipal travailliste de Lewisham. Issu de cette nouvelle génération noire qui commence à peine à accéder aux fonctions électives, il est sans cesse l'objet de menaces anonymes. Un climat de tension qu'il attribue d'abord au chômage, 2 fois plus fort chez les Noirs. Avec cette récession, certains Blancs veulent rendre les Noirs responsables de l'aggravation de la situation économique. Et les plus racistes d'entre eux, du moins ceux qui le sont ouvertement, s'efforcent d'exploiter cette peur du lendemain en créant un climat de tension entre les races. La Grande-Bretagne aux Britanniques. Tony Caradis, maçon au chômage et membre du Front National. Organisation raciste d'extrême droite, le Front ne compte que quelques milliers de membres en Grande-Bretagne. Nostalgiques du nazisme ou partisans du coup de poing, ils affirment défendre leur pays. Nous avons peur de la communauté noire. Sur 107 000 habitants à Lewisham, il y a 35 000 Noirs. L'immigration nous fait peur. Dans ce quartier, nous sommes déjà encerclés. Quelle solution demandez-vous? La seule solution, c'est qu'ils rentrent chez eux. Vous savez pourtant que la plupart sont sujets britanniques. Ça, ce n'est pas mon problème. Une déclaration qui n'est pas du goût de ce passant, ni de celui des contre-manifestants d'extrême gauche que la police ici va expulser avant que les choses ne tournent à l'aigre. Comme c'est souvent le cas pendant les matchs de football, car c'est d'abord là que l'extrême droite s'efforce de recruter, de plus en plus les Noirs évitent les stades, il y a eu trop de bagarres raciales. Le Royaume-Uni compte 2 millions de gens de couleur, moins de 4% de la population globale. Mais 40% d'entre eux ne sont pas des immigrés, ils sont nés en Grande-Bretagne. Pakistanais, Indiens ou Jamaïcains, comme ici à Lewisham, ils vivent dans les faubourgs dortoirs. Et c'est là bien sûr que se pose le problème de leur cohabitation avec la population blanche. La famille Prendergast n'a que des voisins noirs. C'est vrai, monsieur et madame Prendergast s'entendent bien avec leurs voisins immédiats. Mais l'avenir leur paraît précaire. J'ai des amis qui me disent, si on reste les bras croisés, demain nous serons en minorité. Tout le pays sera noir. Vous savez, on sait très bien qui attaque les vieux à la sortie du foyer. Hélas, les faits sont les faits. La plupart des agressions sont commises par des jeunes noirs. Dans cette atmosphère d'inquiétude croissante, la police se retrouve seule au premier rang pour remplir une mission à laquelle elle est encore peu préparée. Ce n'est que récemment
que le gouvernement lui a officiellement ordonné d'enquêter sur la violence raciste. Dans cette école du nord de Londres, on parle plus de 10 langues. Fils d'émigrants turcs ou grecs, côtoie les enfants de ces Britanniques de souche indienne, par exemple, que le marché du travail avait accueillis à bras ouverts dans les années 50. Ceux-là même dont on s'efforce désormais de freiner l'entrée au Royaume-Uni, parce que la Grande-Bretagne découvre lentement aujourd'hui qu'il lui est difficile de conjuguer démocratie et société multiraciale. À Londres, réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales des 5 pays les plus industrialisés du monde, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Japon et Allemagne fédérale. Au centre des débats, les taux d'intérêt et du crédit dans ces différents pays, taux très élevés pour le moment qui freinent l'investissement des entreprises. Il ne faut pas attendre de résultats très spectaculaires de cette première réunion. Fait divers, 24 heures après la libération de la petite Sylvie à Paris, les enquêteurs ne disposent d'aucun élément nouveau. Des voisins, un moment soupçonnés, ont été mis hors de cause. Toutefois, les policiers pensent et sont même pratiquement sûrs que les ravisseurs habitent tout de même dans un périmètre très limité aux alentours de l'immeuble où habite la petite Sylvie. Il y avait un tiercé cet après-midi. Pour gagner, il fallait jouer le 5, le 3 et le 1 dans l'ordre de préférence. Ça ne rapporte pas gros, mais tout de même. 1040 francs pour 5 francs dans l'ordre, et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 208 francs. 1040 francs, 208 francs. Et puisque c'est dimanche, si je vous invitais à danser, pour terminer, à danser au Palace, la boîte à la mode de Paris. Vous en avez sans doute beaucoup entendu parler, et même si vous n'avez pas envie d'y aller, vous allez savoir ce qui s'y passe avec ce reportage de Pierre Fauque, notre danseur journaliste. À la Visconti se mélange dans l'inconscient de la fête, au cœur de la nuit, les noms célèbres et les plus anonymes. C'est peut-être cela le succès du Palace. Moi je suis un noctambule, donc j'aime bien vivre la nuit, j'aime bien vivre au Palace, mes nuits notamment. Fabrice Emmer, le nouveau grand prêtre de la nuit, dit qu'il vend un produit snob à un public populaire. Et il pourrait rajouter qu'il vend à un public snob un produit populaire, et ça marche. Les gens qui viennent au Palace, c'est tout le monde. Parce que je tiens beaucoup à ce que ce soit tout le monde. Parce qu'on ne demande pas le curriculum vitae les gens à l'entrée d'un théâtre. Et parce qu'un théâtre doit être un lieu libre. Donc le Palace est un symbole de liberté. Voilà. Chaque soir, près de 1500 personnes se bousculent pour parader. Chacun ici est star et devient star. Fini la crise et le quotidien des angoisses. C'est le monde de la fête. Pour certains, c'est la décadence. Pour d'autres, c'est le merveilleux. Que le Palace est un lieu relativement mondain où on peut rencontrer d'autres copains qui sont des copains de copains. Et bon, on est... à la fois on y trouve du plaisir et à la fois on y trouve un certain intérêt. Au cœur du Palace, en sous-sol, une boîte-restaurant très fermée, qui a pour nom Privilège. C'est une des bonnes idées de Fabrice Emmer, puisque tout le monde se bouscule pour obtenir la carte très sélecte du Saint des Saints. Des soirées privées animent le nouveau cœur de la nuit parisienne. Ce jour-là, par exemple, on fêtait, en même temps que le 3e anniversaire du Palace, la fin du salon du prêt-à-porter. L'ancien théâtre Palace est bel et bien mort, un nouvel endroit nocturne est né, celui de la fête et de l'éphémère. Je viens de reconnaître quelqu'un là au passage. Exposition Modigliani au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 28 juin. Louis Doucet s'est attaché à faire revivre cette grande figure de Montparnasse, Modigliani, dont la légende, vous allez le voir, ne correspond pas forcément à la vérité. Regardons les choses en face. Ce qui frappe dans cette exposition, c'est que presque tous les portraits ont les yeux vides. Alors, un peintre qui supprime le regard de ceux qu'il peint ne cherche-t-il pas à tuer quelque chose à l'intérieur de lui-même?
Et dans ce cas, que signifie l'excuse de l'alcool et de la drogue, le pauvre peintre mourant de faim, etc. Alors, à partir de cela, j'enchaîne sur la question. Quelle est la réelle valeur de cette auréole de héros romantique tressée autour de la tête du jeune dieu romain déchu? Voici la réponse de la propre fille du peintre, Jeanne Buterne. Elle s'appelle comme son père, Jeanne Modigliani. Pour commencer, Modigliani n'a jamais souffert la faim. Cette histoire de souffrir la faim, oui. C'est du romantisme le plus le plus trivial. Oui. Ensuite, il a toujours reçu des secours de sa famille. Toujours. Si quand il recevait le chèque, le mandat de sa mère, il préférait le boire plutôt que de manger, c'était son affaire. Ça ne l'a jamais empêché de peindre d'ailleurs. Quant à la drogue, il fumait du hache comme tout le monde. Enfin, ou de l'opium. Je crois que quand il avait de l'argent, à cette époque, c'était plutôt l'opium. Mais citez-moi un seul peintre, un seul écrivain de cette génération qui n'ait pas fumé l'opium. Deux remarques. Premièrement, ça ne l'a pas empêché de faire la peinture que l'on sait, mais deuxièmement, le contraire est vrai aussi, savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être alcoolique ou drogué pour faire un grand peintre. En vérité, faut-il chercher une morale à cette histoire, sinon qu'une fois la légende installée, elle est bien difficile à retoucher. Difficile parce que le génie éclos dans la souffrance est encore, disons-le, assez conforme à l'idée bourgeoise de l'artiste maudit dont l'auréole un peu sulfureuse est tout compte fait si plaisante. Vu de la touche, bien entendu. Cela dit, c'est la première fois qu'un tel ensemble venant de collections du monde entier est réuni. Alors, outre ce mérite, il en a un autre, tenter d'arracher Modigliani à tout un cinéma de mauvaise littérature pour le rendre entièrement à la peinture. Et croyez-moi, cela se range dans la catégorie des bonnes actions. La météo, maintenant, pour terminer. Demain, la plus grande partie du pays bénéficiera d'un temps toujours agréable avec l'alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Toutefois, sur le quart sud-ouest du pays, le temps sera orageux et de fréquentes averses se produiront en fin d'après-midi. Les nuages seront également abondants en matinée au nord de la Loire, mais suivis d'éclaircies l'après-midi. Un rafraîchissement sensible se produira sur la moitié nord de la France. Voilà, les prochains rendez-vous de l'information, c'est d'abord le dernier journal en fin de programme avec Pierre Alain. Demain, antenne de midi, on sera toujours dans l'espace avec un astronome, monsieur Antoine Labéry. Et puis demain soir, je vous rappelle, après le journal à 20h35, ou à une horaire un petit peu différente en raison de la campagne électorale, mais enfin tout de suite après le journal et la campagne officielle sur Antenne 2, vous aurez le magazine Question de temps, présenté par Jacques Abouchard. Le thème de ce Question de temps, le nouveau défi asiatique. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir.